Bienvenue à vous sur Média TV dans 11 Ito. Très heureuse de vous retrouver et au nom de toute l'équipe, vous êtes les bienvenus. Allez, sommaire, est-ce qu'on peut être des parents sans stress? On aura la réponse dans un petit moment avec une spécialiste. Ensuite, stress au boulot, à qui la faute justement? À l'employeur ou à l'employé? Une pro est avec nous pour nous répondre. Et puis pour finir, existe-t-il véritablement une alimentation anti-âge? Eh bien, on en saura plus avec un spécialiste. Bienvenue sur Média TV dans 11 Ito. On va dire beaucoup de choses, c'est promis. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver pour tous ces sujets. Je suis très heureuse de recevoir mes invités aujourd'hui pour faire cette émission avec moi. Amal Hihi, bonjour. Bonjour. Marhaba, c'est un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir, partagé. Stress au boulot, à qui la faute? Parce qu'on a fait pas mal d'émissions sur la gestion de stress, comment anticiper le stress, très bien. Mais on a envie de savoir aussi qui est responsable de tout ça, parce qu'il ne suffit pas de former une partie, il faut aussi que ce soit écologique pour tout le monde. Donc on va en parler avec vous. Le stress, à qui la faute? Peut-on être des parents sans stress? Amal Hassoun, eh bien vous allez nous dire si c'est possible ou pas. D'abord bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être là, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Et puis un sujet qui nous intéresse tous, je pense, et beaucoup ici autour de ce plateau, y a-t-il véritablement une alimentation anti-âge? Docteur Karim Louali, marhaba, merci infiniment d'être là, c'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir, hein. Alors, est-ce qu'on peut rajeunir grâce à l'alimentation? Oui. On évite de vieillir grâce à l'alimentation. Les deux. Oui, ne pas stresser aussi. Ne pas stresser aussi, exactement. Ça va de soi, une alimentation anti-âge et aussi anti-stressante. Eh bien, on va aller voir tout ça en détail et on commence par la maison et les enfants. Peut-on être des parents sans stress? Est-ce que c'est possible? C'est tout de suite. Amal Hassoun, encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes coach parental, spécialiste de la discipline positive. Et dites-nous justement, est-ce qu'on peut être des parents sans stress quand on dit que je suis en tant que mère stressée, en tant que père stressante, le boulot, la maison, etc., les enfants, mes enfants me fatiguent. Ça, c'est quelque chose qu'on entend, il n'y a plus de tabou là-dessus. Mes enfants me stressent, mes enfants me fatiguent. Pour vous, à qui la faute? Aux enfants ou aux parents? Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas de faute. C'est quelque chose de naturel que de stresser. Et je vais même dire que c'est heureusement que le stress est là, parce que c'est le stress qui nous permet de détecter. C'est-à-dire quand notre cerveau détecte une situation stressante, il va réagir. Et on va pouvoir réagir face au danger, face à l'imprévu, grâce à ce stress, parce que le cerveau va envoyer de la dopamine et de l'adrénaline qui va nous donner l'énergie suffisante pour faire face à cette situation. Alors, est-ce que pas à qui la faute? Moi, je dirais que il est normal de stresser. Il est normal de stresser parce que nous avons tous. C'est vrai que quand on parle de stress, on parle souvent, on évoque toujours le côté négatif du stress. C'est ça. On parle du stress qui nous mène à la dépression, à l'inhibition, à la maladie. Mais il y a ce côté-là protecteur. C'est-à-dire que quand on rentre du travail fatigué, exténué, et on a un enfant qui est malade. On trouve son enfant malade, et ben c'est un cas de figure qui est horrible, hein, parce que quand on rentre du boulot crevé, qu'en plus de ça on trouve son enfant avec de la température, par exemple. Exactement. Et ben, alors qu'on avait prévu juste une soirée pyjama. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il détecte cette situation dangereuse, quoi. C'est un danger quelque part. Donc, il va tout de suite nous donner l'énergie pour faire une nuit blanche et on ne sent rien. Ben, c'est cette motivation et c'est comme ça qu'on est responsable quand même. C'est grâce à ce stress à petite dose qu'on peut faire des choses positives pour nos enfants. C'est ça. Alors, bien sûr, après, chacun gère. On n'est pas tous égaux face au stress. On va avoir certainement l'occasion d'en parler avec Amal Hihi. On a des personnes qui savent mieux gérer leur stress que d'autres. Il y a des situations qui sont... Moi, je me dis, face aux facteurs de stress qu'on connaît tous, nous, on aime bien utiliser l'acronyme, je ne sais pas si vous aussi, CINE. C, c'est pour dire peu de contrôle. Une situation où vous rentrez, vous êtes dans un bouchon, vous avez votre enfant à récupérer, c'est une situation où vous avez très peu de contrôle, sur laquelle vous avez peu de contrôle, donc forcément, vous allez stresser. Une situation, le I de imprévu,
imprévu, votre enfant tombe malade, vous êtes convoqué par la maîtresse, c'était imprévu, donc c'est une situation stressante. On a tous connu des situations pareilles. Alors s'il naît, la nouveauté, à chaque fois que notre enfant passe par une nouvelle étape, la rentrée, la première dent, on a forcément du stress. Et bien sûr, le « et » de ego c'est notre ego parental, nos compétences parentales qui sont mises à mal. Par exemple, un enfant quand il nous fait une crise devant la porte de l'école parce qu'il veut le bonbon, on se sent un peu mal. Ça bouge à l'intérieur. Voilà. Donc ces situations-là, quoi de plus normal? Nous avons tous vécu des situations stressantes et on les vivra encore, mais c'est le stress à petite dose. Bien sûr, apprendre à le gérer, c'est important parce qu'il y en a qui savent, parce qu'ils ont appris à gérer leur stress, ils vont contrôler ils vont apprendre à contrôler par exemple le temps, ils vont laisser la place à l'imprévu, etc. Donc, il y a des techniques pour gérer son stress, mais alors, parents sans stress, je ne pense pas que ça puisse exister. Gérons ce stress qui est normal. Parlons-en justement maintenant et ensuite on va voir ce stress ces choses que l'on peut quand même adapter dans le sens où on peut peut-être amener nos enfants à être plus autonomes, à être plus responsables et donc forcément en tant que parents ça nous décharge. Maintenant comme vous l'avez dit, il y a l'imprévu, il y a le fait de ne pas avoir le contrôle sur certaines choses et vous avez des parents qui sont toujours, comme on dit, excusez-moi l'expression, à la bourre. Ils sont toujours... il y a toujours quelque chose qui se passe et ils sont toujours en retard et ils courent constamment. Ça, c'est dû à quoi? Une mauvaise gestion de temps? Il y a d'abord les parents qui ne veulent lâcher sur rien, qui veulent tout garder, alors qu'on devient parent, on a forcément quelques concessions à faire. On peut apprendre à gérer, à faire tenir tout dans les 24 heures, mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Donc, faire ses priorités, mettre des priorités, sans oublier de prendre soin de soi, parce que ça, c'est fondamental. Après, apprendre à déléguer, apprendre à demander de l'aide, repérer les ressources qui peuvent être aidantes, tout ça, aide et ça permet de se sentir mieux et de mieux gérer son stress. Et bien sûr, la gestion du temps est fondamentale parce que les 24 heures, c'est les 24 heures, bébé en plus. Alors moi, justement, je vois beaucoup de jeunes parents en souffrance par rapport à ça, dans la mesure où parfois ils sont dans une autre ville que la famille, que les parents. Les enfants sont en bas âge. Parfois, vous avez un bébé d'à peine 6 mois qui est en crèche parce que la maman a repris le boulot. Mais on sait que malheureusement, cette période... Et c'est une période où le bébé est encore fragile et que forcément, lorsqu'il est en communauté aussitôt, il va choper pas mal de choses. Il fait son immunité, c'est normal. Et donc, en fait, ces parents, en toute honnêteté, moi, j'ai beaucoup de peine pour eux parce que c'est véritablement une vie de famille qui démarre dans la souffrance. Et vraiment, c'est au quotidien les imprévus. Est-ce qu'on peut dire quelque chose à ces jeunes qui sont dans ce genre de situation? D'abord, plus... on en parle, plus on anticipe, plus en couple, on peut en parler. Parce que moi, j'ai des couples aussi autour de moi à qui je pose ces questions. Parce que c'est vrai que moi aussi, ça me déchire de voir un jeune couple, peut-être par nos propres expériences, où on a été pris comme ça d'assaut et en ne sachant pas trop quoi faire. Et la réponse, bien sûr, elle est différente d'un couple à l'autre, mais... les parents qui sont plus zen, parce que j'en ai autour de moi qui ont des petits-enfants, des bébés, sont des parents qui ont beaucoup discuté entre eux, qui ont essayé d'anticiper, qui ont lâché sur cette pression sociale. C'est-à-dire, moi j'ai un jeune papa à qui j'ai posé la question dernièrement, il me dit, moi, je dis à mes amis, je ne suis pas le père parfait, mon enfant ne dort pas tout seul, mon enfant ne fait pas ses nuits complètes. Et c'est pas grave. On n'a pas enlevé la couche, on n'a pas enlevé la tétine. Voilà, il n'y a pas de compétition parce que vraiment, et en plus on est toujours entouré d'un cousin, d'un ami, qui vient d'avoir un bébé. C'est terrible. Donc lâchons sur cette pression-là. Mais c'est bien qu'ils aient compris ça très tôt. Moi j'ai trouvé ça magnifique. Moi je dis, je suis un père mais pas bon du tout. Mais lâchez-moi. Et lâchez-moi. Pourtant, c'est un bon papa. Je l'observe de près. Il est bon papa. Il s'occupe de son bébé. Il fait tout ce qu'il faut. Mais pour lâcher sur cette pression, il dit, je ne suis pas un bon père. Parce qu'au-delà, justement, de ce stress parfois engendré par le comportement du bébé, il y a le regard aussi des autres. Quand le bébé crie, pleure dans un... L'ego, absolument. Le regard des compétences. C'est pas des parents compétents. C'est ce que le regard renvoie comme message. Moi, je trouve terrible. Est-ce qu'elle a assez de lait? Est-ce que tu as eu assez de... Combien de couches par... Mais on lâche. C'est-à-dire, ne vous laissez pas... Moi, j'ai envie de dire à ses parents, fiez-vous, faites-vous plaisir. C'est un court moment. C'est vrai qu'il est difficile en termes de manque de sommeil, mais il y a déjà ça.
on ne rajoute pas cette compétition, on ne rajoute pas une pression. On est Et forcément on ne bon rajoute pas parent. des problèmes conjugaux à cause de cette Alors là, compétition. ça c'est prendre soin de soi, parce que c'est vrai que le couple, c'est un nouvel équilibre. Et dans ce nouvel équilibre, il faut savoir garder des temps pour soi et le temps pour le couple. Et ça, c'est fondamental. Alors, ce qui peut aussi aider les parents par rapport à cette gestion de stress, à être des parents sans stress, c'est un autre niveau, c'est d'amener les enfants quand ils grandissent un peu, bien sûr, pas quand ils sont tout bébés et qu'ils prennent leur biberon tout seul et qu'ils se changent les couches tout seuls, non. Mais voilà, de les amener vers une forme d'autonomie. Oui, Ça oui, serait bien. vous avez raison. Plus on responsabilise, parce que plus on fait à la place, moins on a de temps. Plus on le responsabilise, d'abord c'est tout bénef pour l'enfant, parce que ça le valorise, la confiance en soi est là. Exact. Mais en plus, ça décharge les Les parents. parents, Moi, je complètement. me dis, quand on couche un enfant à 8h30 du soir... Et qui dort voilà. tout seul, qu'on le met tout seul au lit, Mais qu'on n'a pas besoin de... C'est génial, c'est Ouais. parce que ça nous donne du temps. C'est Bien pas sûr. juste parce que c'est un enfant qui dort tôt et qui va récupérer. Mais il y a aussi, voilà, on se décharge Tout à un petit fait. peu. Alors, on a des parents aussi, des spécialistes, mais qui sont aussi parents. Amel, vous avez été... bon, tu vois que là, maintenant, ils sont grands. Oui. Est-ce que le stress continue malgré, on va dire... Il continue. L'âge. Je pense que quand on est parent, on l'est à vie. Oui, c'est ça. On n'arrête pas de devenir parent. On l'est jusqu'au dernier jour parce que c'est clair, on va accompagner l'enfant au début, mais quand il devient adulte, ben c'est à chaque fois de nouvelles phases, de nouvelles étapes. Le bac, les études supérieures, il faut qu'il travaille, il faut qu'il se marie, il faut qu'il ait des gosses. Ça finit jamais. Exact. Plus. Mais c'est vrai que c'est pas le même stress, il est différent parce que c'est vrai qu'ils deviennent responsables, adultes, autonomes. Et je dirais que le stress diminue, mais il est présent, il est là. Et heureusement aussi, comme tu l'as si bien dit, parce que ça nous permet aussi d'être en action. C'est un stress différent, on va c'est dire. ça. Le papa Karim Louali. Écoute, moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que le stress positif est très bien. Et il faut l'utiliser. Et parfois, c'est du stress négatif qui arrive et on le transmet aux enfants. Et ils le sentent. Moi, je veux voir. C'est-à-dire que même quand tu gères un problème et que tu es zen, réagit très bien. Il sent quand tu es stressé, l'enfant. Moi, j'autonomise, c'est-à-dire j'essaie au maximum. Il a 3 ans, mon fils, il est encore petit. Et c'est l'âge d'une forme d'autonomie, déjà, le sommeil. J'essaie. Aujourd'hui, le sommeil, ça va très bien. Ouais, alors, ce qui est amusant, c'est que quand on voyage, quand on est absent, le soir, il n'aime pas dormir tout seul, mais il aime dormir tout seul, mais avec nous. C'est-à-dire, il va venir au salon, ne me touchez pas, je suis tout seul, ne me prenez pas dans vos bras, mais je vais dormir à côté. C'est pas grave, c'est sorte mignon. d'autonomie. C'est Bon, mignon. après, je le porte. C'est ça. Comme j'ai dit, il n'y a pas de parfait. Il faut Oui. lâcher prise. Alors, il faut hiérarchiser. Il faut déléguer les choses qui sont inutiles. Et puis, il faut surtout ne pas oublier de passer à côté des bons moments. Parce qu'à force de stresser, on oublie. On oublie de passer des bons moments. On rentre, oui, on est fatigué, il a envie de jouer, il n'a pas vu ses parents toute la journée. Il y a des bons moments qui sont partagés, qui donnent cette énergie. Et il ne faut pas passer à côté. Je vais vous poser une question et en toute honnêteté. Alors, il y a aussi un moment qui est très délicat, stressant pour les parents, c'est la diversification alimentaire. L'introduction de certains aliments, etc. Vous êtes un pro de la question. Oui. Je pense, pour avoir discuté avec vous de ce sujet à plusieurs reprises, que ça s'est bien passé pour votre Oui, fils. heureusement. Mais si ça s'était mal passé, Ouais, est-ce que, en tant que papa, vous l'auriez vécu comment? Est-ce que ça aurait été un stress pour vous? Franchement, honnêtement. il y a des choses que je lâche. Par exemple, Ok. la propreté, je n'ai pas encore commencé, alors qu'on me dit, non, la Ouais. parole, on est en train de me stresser, il a 3 ans, il faut l'emmener chez l'autre. Ben non. Moi, je laisse les choses aller naturellement. Mais ma spécialité, Mais- ah non, tu manges Ça tôt, hein. Ça s'est bien passé. J'ai eu plus de problèmes avec la grand-mère, ma mère, qu'avec une autre personne. Parce que D'accord. ma maman, c'est impossible. Comment on vous a élevé? Qu'est-ce que tu as maintenant? Qu'est-ce que tu fais de ton gamin? Voilà. Tout est fait, tout mais il faut est- dire que ça s'est super bien passé. Moi, ça me fait trop plaisir. Avant-hier, on a essayé de proposer des frites à mon fils. Il a refusé. Il a refusé. Mais il Il faut lui savait donner pas un c'était diplôme, quoi. hein, en Il a c'est mis, clair, les il a enfants mis lui dans sa refusent des bouche frites. et il a jeté ça, mais j'étais content. La mais relève est fierté. assurée du cabinet. Mais mon fils aujourd'hui, il a un réflexe incroyable. Quand il a faim à la maison, il va partir à la cuisine et il va réclamer des raisins secs. Et maintenant, il sait où est-ce qu'ils sont cachés. À 3 ans, il va ouvrir le placard, il ne parle pas, il va faire un et on va lui mettre dans un petit bol et il va venir s'asseoir et il va les manger. Manger, ouais. C'est-à-dire que quand on fait les bonnes choses, je ne veux pas dire que je ne donne pas à mon fils du chocolat, je le fais. À l'occasion, au bon moment, pas toujours, mais une fois que la diversification alimentaire est faite,
on lâche prise. Bon, on reprend on n'est pas là pour le parfait. C'est-à-dire, c'est rendez-vous. pareil pour la couche, c'est pareil pour pour certaines choses. Parfois, il dort tout seul dans sa chambre, il est autonome, il fait ses nuits, mais parfois… Il se réveille. Il se réveille, on le fait passer, il est malade, Il y a pas de mal. il a envie d'être pas de mal, avec ses exactement. parents, je le mets avec moi au lit de temps en temps, c'est pas grave, il n'y a pas de règles, il faut lâcher prise. C'est ça. se Rendez-vous faire pour le plaisir. deuxième avec la diversification alimentaire. On vous attend en tournant. Alors, Amel Hassan, on a des questions de parents pour vous, justement. Hakima qui dit, je veux bien ne pas stresser avec mes enfants, mais après une journée de stress, je suis quand même à fleur de peau. Alors, conseil pour Halima, je me Hakima, bien sûr. me permets parce que je pense qu'il y a toujours un petit sas avant de rentrer chez ses enfants. Parce que c'est vrai qu'on a tous des journées stressantes. Se faire du bien, trouver le temps, ce n'est pas égoïste. Parce que c'est vrai aussi, il y a ça, prendre soin de soi. Dans notre culture, c'est un peu de l'égoïsme. Alors qu'il n'y a pas plus grande générosité que de prendre soin de soi pour être utile et être fonctionnel pour les autres et faire des choses avec du plaisir. Ne pas les faire parce que juste on est obligé de les faire. Donc se faire plaisir, que Halima rentre, qu'elle se détende ou qu'elle aille voir des copines avant de rentrer, c'est pas mauvais, c'est juste se faire du bien pour être bien avec ça, ses c'est enfants. important. Ouais. Vous avez Faisal qui dit, parfois c'est la nonchalance de mon fils de 15 ans qui me stresse. Alors oui, être parent, c'est du stress. Ouais, ça, C'est un âge l'âge, terrible. l'adolescence, C'est ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que tous les parents ne sont pas préparés. Il faut expliquer à Faisal que l'adolescence moi j'adore cette phrase d'une de mes formatrices. Elle me disait et Dieu créa l'adolescence pour qu'on puisse se séparer de nos bouts de chou. C'est un moment difficile et s'il n'y avait pas cette adolescence, je crois qu'on n'aurait pas envie de nous en séparer. L'accompagner au mieux, comprendre qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est pas pour autant. On communique autrement, on s'aime autrement, mais il y a toujours de l'amour, il y a toujours du lien, de la patience. Mais parce que courage. les parents sont exaspérés parfois par le comportement physique Ouais. des ados et ça crée des tensions. Arrête de marcher comme ça, mais pourquoi tu… Non, mais aussi, quand on écoute les ados de l'autre côté, parce que moi j'ai les ados aussi de l'autre côté, ils sont juste exaspérés par le comportement des parents. Parce que, arrête, tiens-toi, fais ci, fais ça. Autant quand on est petit, ça fonctionne, autant là, on est ado et puis maman touche la mèche, papa dit à mon garçon, machin. Mais voilà, il faut aussi, en tant que parent, il faut savoir évoluer son rôle, faire évoluer son rôle de parent et voir les besoins de son enfant et de s'y adapter. Et bien sûr, les contraintes aussi, hein, on les adapte en fonction. Ça, c'est tout un sujet, justement. Vous coupez le cordon. Il faut couper le cordon. Moi j'ai des parents qui maternent et quand les enfants prennent leur bac à études. Je pensais qu'il me disait, il faut qu'on coupe l'émission. Non, coupe le cordon. Ok. Il y a des parents qui maternent pas leurs enfants, mais leurs adultes d'enfants. Ouais. Moi, je dis, ils vont aller étudier tout seuls, ils vont habiter tout seuls, ils n'ont pas d'armes pour lutter contre la vie. C'est ça. Et moi, je me retrouve avec des problèmes d'obésité, des enfants qui ne sachent pas cuire un œuf, comme je dis, et la maman qui materne, brosse-toi les dents, fais tes cheveux, je te fais ta valise avant d'y aller, je te prépare les petites boîtes d'alimentation de la semaine. C'est pas… Ils leur rendent pas service. Hein. Et c'est des réflexes. Hein. C'est des réflexes. Des fois, on a beau avoir travaillé sur soi, et des fois, dès qu'on est face à son enfant, surtout quand son enfant est installé à la maison. C'est-à-dire que Oui, on même quand il est revient adulte, on se retrouve dans le rôle de maman, on a presque envie de dire « Est-ce que tu t'es brossé les dents ?» J'exagère à peine. À n'importe quel âge. Non, j'exagère. Oui, mais c'est vrai que je vois des mamans qui se retiennent parce que pour elles, il est sous le toit, il faut absolument… Ça reste toujours son enfant. Son enfant, absolument. Mais bien sûr, savoir faire évoluer sa Donc apparemment, casquette. le stress ne finit jamais. Voilà. Heureusement. Ok, merci beaucoup Amel Hassan. On continue l'émission ensemble. On va parler d'un autre stress, cette fois-ci au boulot. Et on en parle avec vous, Amal Hahim. Merci infiniment d'être là. Vous êtes coach et fondatrice de Shine Consulting. Et avec vous, cette histoire de stress au boulot, à qui la faute finalement? Qui fait stresser qui? Parce que quand on entend parler de stress au travail, tout le monde stresse. Dans une entreprise, par exemple, le stress est partout. Et en même temps, il y a pas mal de formations de gestion de stress, il y a pas mal de sensibilisation au stress, notamment à travers On se dit tout, on en parle énormément. Donc on s'est dit, bon, maintenant… mettons chaque partie face à ses responsabilités. Tout à fait. Qui stresse l'autre? Alors, au fait, le stress, clairement, c'est la maladie de l'entreprise du siècle. Ça a été reconnu comme vraiment une vraie problématique dans le monde entier, dans le monde, en tout cas, dans l'entreprise, parce qu'on est
à la recherche de la performance, on est à la recherche de la rentabilité et on est toujours en train de pousser les gens à aller encore plus loin. Donc c'est quelque chose qui, même les psychologues et les psychiatres sonnent aujourd'hui le signal d'alarme par rapport à ce fléau mondial d'ailleurs qu'on ressent dans toutes les entreprises et qui aux États-Unis, on a des statistiques, mais en tout cas qui sont publiées, aujourd'hui c'est 120 000 décès par an aux États-Unis dus au stress. Donc c'est pas rien. Maladies qui s'en suivent, etc. Qui s'en suivent, etc. Donc c'est clairement quelque chose qui est présent dans le monde de l'entreprise et qu'il ne faut pas ignorer. Alors qui meurt, l'employeur ou l'employé? Alors maintenant, qu'est-ce qui fait que? Moi je dirais d'abord c'est un environnement économique d'abord. Parce que l'environnement économique met de la pression sur les entreprises pour toujours aller chercher des éléments d'élite. Donc on est dans la recherche de l'élite, on est dans la recherche de la performance. Et donc forcément, qu'est-ce que le stress? Ça serait intéressant de dire qu'est-ce que le stress. Le stress, il vient du fait que la personne va ressentir au fait une perception entre il y a une différence importante entre les contraintes et l'environnement du monde extérieur et comment elle perçoit ses ressources pour faire face à ces contraintes. Donc il y a un gap important. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de lui demander, en tout cas sa perception de ce qu'on est en train de lui demander, dépasse comment elle perçoit sa capacité à répondre à cette demande. Donc c'est ça, c'est de là que vient le stress négatif. Je ne parle pas du stress positif, que je rejoins tout à fait les personnes qui sont autour de cette table pour dire qu'il est nécessaire. Donc voilà, ça vient de là. Donc au fait, l'employeur essaie de mettre en place des choses, essaie de mettre en place de la formation de gestion de stress. Parfois même, il y a des entreprises qui vont plus loin, qui mettent de la méditation, de la respiration, du bien-être, etc. Mais on ne règle pas le problème au fond. C'est ça. Ça reste juste quelque chose de vraiment très superficiel. D'autant plus que le salarié est confronté à ça au sein de l'entreprise, où il faut être à la course un petit peu aux résultats, aux chiffres, et donc on est toujours en train de lui demander un petit peu plus. Il sort du monde de l'entreprise, il fait face à énormément d'autres facteurs stressants. Donc on parle énormément de stresseurs. Ces stresseurs aussi, elles sont externes et internes, donc la responsabilité elle est aussi partagée. Il y a aussi des stresseurs qui viennent de la personne elle-même. Donc les stresseurs externes, c'est bien sûr cette pression qu'on met aux salariés. Et donc du coup, le salarié il va commencer à avoir peur de perdre son job. Exact. Il se dit, si je ne suis pas au rendez-vous des chiffres, si je ne suis pas au rendez-vous de ce qu'on attend de moi, je serai recalé. Peut-être que je serai recalé. Et donc, du coup, le stress commence à prendre beaucoup plus d'ampleur dans sa vie. Donc, ça va venir impacter sa vie sociale, sa vie familiale. Il travaille plus d'heures, il s'accorde moins de temps pour son bien-être, moins de temps à sa famille, moins de temps à sa vie sociale. Et il commence comme ça à être coupé de plus en plus des gens qui sont importants, qui peuvent lui apporter justement du réconfort, etc. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à des difficultés, à des burn-out. C'est la dynamique mondiale qui nous impose le stress sur l'employeur et l'employé. Tout à fait. Mais finalement, on va dire celui qui a la main sur ça. Parce que quand on dit à l'employé, non, mais il faut apprendre à gérer son stress, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à dire non à son manager, il faut apprendre à mieux anticiper, toutes ces choses-là. Mais finalement, celui qui détient la clé, est-ce que ce n'est pas l'employeur et non pas l'employé? Parce que l'employé, s'il est outillé, mais il reste quand même, qu'on le veuille ou pas, il y a une hiérarchie dans une entreprise. Donc on se ment un petit peu quand on dit à l'employé, voilà comment tu peux gérer ton stress. Alors, au fait, il y a deux volets. Je pense qu'il y a des personnes qui stressent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que d'autres. Donc il y a des personnes qui sous-estiment leur potentiel face à une demande de l'employeur. Ils se disent, je ne vais jamais y arriver. Alors qu'il a le potentiel pour y arriver. Donc du coup, il se met tout de suite sous stress. Donc il y a deux volets. Il y a d'abord, effectivement, il faut travailler sur soi. Il faut savoir s'outiller. Il faut savoir avoir confiance en ses capacités et les développer pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Ça, c'est un volet. Et donc, effectivement, tout ce qui est gestion de stress en termes de respiration, en termes d'hygiène alimentaire, en termes de sport, c'est très, très important pour évacuer le stress. Tout ce qu'on peut construire autour pour mieux gérer ce stress qui n'arrête pas de monter est très important. Ça, c'est, on va dire, une hygiène de vie écologique. Écologique, holistique, qui regroupe un petit peu tous ces éléments-là. Et puis aussi, il faut travailler sur ses perceptions.
Alors, si on peut les développer tranquillement, parce que sinon, là, on va être stressé, justement, et on ne veut pas de stress autour de ce plateau. On marque une courte pause et on revient sans stress. À tout de suite sur Média TV. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'On se dit tout, Média TV. Deuxième partie de notre rendez-vous d'aujourd'hui. On parle principalement de stress. Alors, peut-on être des parents sans stress? On a répondu. On ne vous dit pas ce qu'on a dit si vous venez de nous rejoindre. Comme ça, vous allez revoir l'émission sur notre site mediatv.com. On en a parlé avec vous, Amel Hassoun. On va parler d'alimentation anti-âge, anti-stress. Le tout va ensemble, justement. Vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Karim El-Wali. On en parle dans un petit moment. Mais pour l'heure, stress au boulot, à qui la faute? Et ça, c'est avec vous, Amel Hihi. Donc, on parlait de cette prise en charge, on va dire, de son quotidien personnel et professionnel de façon globale. Alimentation, sport, prendre conscience de sa véritable valeur, prendre conscience aussi de ses compétences. Parce que vous l'avez dit parfois, on dit « je ne suis pas capable ». Alors, on se met en stress alors qu'on est capable. Il y a ça. Et il y a aussi, vous avez dit, les perceptions. Oui. Ça veut dire les perceptions de la personne elle-même par rapport à comment elle va interpréter et comment elle va comprendre le monde de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que dans le monde de l'entreprise, il y a la tâche qu'on vous donne à mettre, à réaliser, mais il y a aussi toutes les relations sociales, toutes les relations humaines. Et c'est ça qui est parfois le plus stressant. Tout à fait. Les gens, en fait, en entreprise, ils disent, bon, OK, moi, mon métier, ma tâche, je la maîtrise, je la fais depuis des années, je suis expert, etc. J'arrive à dealer avec ça. Il y a du stress, mais bon, ça va. Mais ce qui me stresse le plus, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain. On travaille ensemble. Dès qu'on met des personnes ensemble dans une organisation, il y a forcément des enjeux. C'est ce qui est tout à fait normal. Il y a de l'ambition qui va venir entrer en jeu. Il y a cette quête de pouvoir, il y a cette quête de gravir rapidement les échelons. Et donc, tout ça vient complexifier la relation humaine, la relation avec l'autre. Et ça, c'est très, très stressant. Parce qu'effectivement, on rentre dans ce qu'on appelle, moi, les bouffeurs d'énergie. Donc, cette énergie qu'on va déployer pour mieux gérer mon stress, pour faire face à ce qu'on me demande, je vais plutôt la perdre dans la gestion de la relation humaine, parfois je mets ça en guillemets des futilités, parfois, et surtout ma lecture de comment se comporte l'autre avec moi. C'est ça. Donc quelque part, souvent les gens, quand on les accompagne sur la gestion du stress, c'est vraiment d'abord accompagner leur perception des gens et comment ils peuvent mieux comprendre les gens et surtout comment mieux améliorer la relation au sein de l'entreprise. Mais alors, pour les téléspectateurs qui nous suivent et pour toutes les personnes ici présentes, comment on peut faire, comment ne pas être dépassé par l'humain, justement? C'est tout un travail. Okay. D'abord, le travail, souvent ce qui se passe, c'est que les gens, ils rejettent toujours la responsabilité sur les autres. C'est à cause des autres que je suis dans cet état-là. Et le fait de les ramener plutôt vers eux et de dire, OK, quelle est ma responsabilité dans le fait que cette relation ne fonctionne pas? Peut-être que je ne me suis pas prise de la bonne façon. Peut-être que j'ai interprété le geste, la parole d'une manière qui n'était pas forcément la plus adéquate. Donc, ça serait intéressant d'abord de comprendre comment on fonctionne, parce que je donne un exemple tout simple. Par exemple, Amel, on travaille ensemble, on a l'habitude de se dire bonjour, je rentre au bureau, elle ne me dit pas bonjour. Un truc vraiment tout simple qui peut arriver à tout le monde. Donc, il y a plusieurs manières de comprendre cet axe. Je peux me dire, ah tiens, Amel, elle a une promotion et donc du coup, elle est en train de prendre la grosse tête et elle ne veut plus me dire bonjour. Et tout ça, ça c'est une perception. Mais ça induit un stress? Oui. Au boulot? Oui. Alors, je suis en train d'interpréter son comportement d'une manière qui n'est pas forcément appropriée. Ça va générer chez moi forcément une émotion négative. Donc, je vais être en colère contre elle parce que voilà, elle est en train de prendre la grosse tête et qu'elle ne me dit plus bonjour, etc. Ça va venir impacter la relation de travail que j'ai avec elle. Et du coup, notre relation va être tendue et ça va venir me générer un stress supplémentaire en plus de la tâche que j'ai à accomplir dans un délai. Souvent, les délais deviennent de plus en plus courts pour faire les tâches en entreprise. Donc, c'est un stress supplémentaire. Et souvent, vraiment, je le vois moi, quand j'accompagne les personnes en entreprise, souvent, c'est vraiment le déclencheur du burn-out. D'accord. C'est vraiment cette tension. Travailler dans une tension dans les relations humaines vient accentuer la recherche de la performance qui est en entreprise. Et souvent, c'est ce qui est déclencheur d'un mal-être. C'est-à-dire que les gens ils disent « je vais aller travailler, mais franchement, je ne supporte plus l'ambiance ».
Je supporte plus comment on travaille C'est ensemble. parce qu'il y a des non-dits, parfois qui grossissent et qui donnent de gros problèmes. Mais je vais vous donner un autre exemple, Emma, si vous permettez. Vous avez par exemple un atelier de confection. Ok, vous avez le styliste, par exemple, qui doit sortir une collection. Bon, j'ai pris un exemple complètement loin de. Au hasard, oui. Mais Voilà. Vous avez un styliste qui doit sortir une collection. Oui. Mais sa collection dépend de certains détails. Les détails qui font la différence dépendent d'un autre service. C'est ce service-là qui doit s'occuper de ces détails, on va dire des boutons particuliers. Et en fait, on est à J... La commande a été passée il y a 3 semaines et on est à J-1 ou -2 de l'événement. Oui. Et le service en question ne prévient qu'à J-2 que les boutons ne seront pas livrés. Alors ça, c'est un stress énorme. Oui, c'est un stress énorme. Et quel est le déclencheur, justement? C'est l'humain. C'est l'humain, tout à fait. D'accord. Donc, effectivement, c'est le fait que les gens n'assument pas forcément leurs responsabilités et qu'il y a manque de communication et qu'on ne se pose pas forcément pour... Ça peut arriver, mais quand ça arrive, il ne faut plus qu'il y ait de non-dit. Ce qui se passe, c'est que parfois ça arrive, donc moi je stresse, je suis en colère, etc. Et donc, la personne vous dit, moi j'ai passé ma commande, ça fait 3 semaines, et on trouve le moyen de m'en informer 2 jours avant. Ouais. C'est pas normal. Oui, Et effectivement. comment je peux ne pas stresser Mais qu'est-ce que ça va vous apporter d'être dans un stress négatif? Ça va rien arranger du tout. Rien arranger du tout, mais c'est une réaction humaine. C'est une réaction humaine. Oui. Voilà, c'est dans ce cas-là, comment éteindre le robinet de la réaction. C'est ça. En fait, ce stress-là, c'est la résultante d'une émotion de colère. C'est ça. Et cette émotion de colère vient justement de tout ce que tu viens de dire et comment moi je l'ai interprété dans ma tête. Donc du coup, si je veux, c'est des choses qui sont inhérentes dans le monde de l'entreprise parce qu'on travaille aussi en transversal et que l'un dépend de l'autre et que mon house dépend du in de l'autre. Et c'est ce qui rend les choses tout à fait. compliquées. C'est ça qui rend les choses... Alors, effectivement, quand je prends conscience que me mettre dans un stress vraiment en plus à cause de ça ne va me mener nulle part et que la première personne à en souffrir, c'est moi et c'est pas l'autre. Donc du coup, on apprend à mieux gérer ses émotions. On va les ressentir, mais on va plutôt conscientiser son stress et on va conscientiser son émotion. C'est-à-dire que je vais... Quand l'émotion est là et qu'elle est génératrice de stress, elle vient vous livrer un message pour vous défendre. C'est ça, au fait, le stress est une résultante d'une émotion qui est là pour nous pousser à avoir un comportement pour nous défendre. Donc, du coup, on peut avoir un comportement impulsif. Oui. Donc, du coup, si je consciente... Oui, je suis stressée, mais quelle est l'origine du stress? C'est parce que je suis en colère, pourquoi je suis en colère? Mais ça se fait en fraction de seconde. Parce qu'on a été... On a appris à avoir un temps de se protéger justement contre ce stress. De l'émotion. De mettre exactement de l'émotion, de conscientiser mon émotion, de dire ok, je sais ce qu'elle est en train de me dire, ce qu'elle est en train de me chercher. Maintenant, je vais l'exprimer. Je vais exprimer mon ressenti, mais sans me mettre dans un état de colère qui va accentuer encore mon stress de manière à ce que ça s'accumule et que je finisse avec un burn-out. C'est ça. Parce que si ça s'accumule, je finis par des répercussions psychologiques. Vous auriez réagi comment, justement? Vous êtes la styliste. Oui. On ne vous a pas livré vos boutons. Oui. À J-2. Alors, Amel, elle gère comment ce moment de stress? D'abord... On vous appelle, on dit, vous savez, madame, on ne vous livre pas les détails. Oui. Alors, oui, écoute... accueille l'émotion, Amel. C'est vrai, mais l'émotion sera là. L'émotion, elle sera là. Ce qui est humain, on est humain, on n'est pas des robots non plus. Donc oui, l'émotion, elle sera là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est d'abord la ressentir et puis de l'exprimer. Donc je veux dire à la personne, je suis très en colère parce que du fait que vous n'aimez pas... Au lieu de crier, voilà, de dire c'est pas normal. J'explique. Donc j'explique souvent ça par une méthode qui s'appelle DESC. Je la décris très rapidement. C'est décrire les faits, donc revenir sur des faits, être très factuel, parce que quand on décrit les faits, la personne ne peut pas te dire non. Non, ouais. Voilà, tu aurais dû, par exemple, dans le process, il faut me le dire 10 jours avant. Ouais, mais quand il n'y a pas de process. Voilà, par exemple. Donc, en tout cas, décrire le fait, exprimer son ressenti. Je suis en colère parce que j'aurais dû être prévenue, etc. Suggérer des solutions. On est devant un fait accompli. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on ne va pas revenir en arrière. Il faut trouver des solutions. Donc, on va essayer de trouver ensemble des solutions. Et puis, le C, c'est conclusion.
la prochaine fois, quand tu auras à revivre un truc comme ça, j'aimerais être prévenu 10 jours à l'avance, par exemple. Voilà. Et on essaie d'avancer. C'est de la communication Ouais, positive. mais entre-temps, le projet n'avancera pas. Mais de toutes L'équipe les essaie d'avancer, mais le résultat n'avance pas. Mais de toutes les façons, il être sous n'avancera stress, ce serait pire. C'est vrai. Alors, Voilà. on prend une question, celle de Nadia, qui vous dit « Nous sommes en pleine restructuration, alors être dans le flou me stresse. Pouvez-vous me conseiller afin de mieux passer cette phase ?» Oui, c'est vrai. Alors, quand il y a le flou dans une organisation, c'est vraiment très, très difficile à vivre pour les salariés parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de visibilité, il n'y a pas de sens qui est donné, il n'y a pas de trajectoire. Et donc, il y a commencer à réfléchir, est-ce que mon poste peut être remis en question? Est-ce que je peux perdre mon job? Et ça, c'est très compliqué à vivre. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est de vivre l'instant présent. De toutes les façons, vous n'allez pas pouvoir changer les choses. Vous gérerez au moment voulu. Essayez de rester calme, de vraiment s'occuper de vos tâches de la meilleure façon qui soit, parce que ça va vous mettre dans un stress et que vous n'allez pas être performant, et donc ça va venir plutôt rentrer dans un cercle vicieux négatif. Donc faites ce que vous avez à faire de la meilleure façon qui soit. Vous pouvez aussi commencer à anticiper des opportunités, ou en tout cas si ça peut vous rassurer, trouver des choses pour rassurer, mais vous gérez les choses au moment voulu. Voilà. Merci beaucoup, Amal Hihi, pour ces orientations, justement. Alors, qui dit stress, dit parfois mauvaise alimentation aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle vouloir trouver un raccourci pour annoncer le sujet. Mais en fait, il y a aussi une alimentation anti-âge, parce que quand on parle d'âge, on parle aussi d'oxydation et de stress. Bref, vous l'avez compris, on parle d'alimentation, et c'est tout de suite sur Média TV dans On se dit tout. Merci beaucoup d'être avec nous, Dr Karim Louali. Alors, l'alimentation anti-âge existe-t-elle vraiment? Vous êtes médecin nutritionniste et on en parle avec vous. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est un leurre ou une vérité? C'est une réalité, mais bon, une éternelle. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est améliorer sa vieillesse, pas la retarder. C'est bien vieillir, c'est vieillir en bonne santé ou mourir en bonne santé. Bon, oui, absolument. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc oui, c'est-à-dire grâce à l'alimentation, on peut ralentir les aiguilles d'une montre, on peut les remonter un tout petit peu, et c'est ça le but. En fait, ce qu'on cherche par l'alimentation anti-âge, c'est prendre de l'âge, mais tout en restant, on va le dire de façon crue, tout en restant beau et présentable. Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai, mesdames? Il y a deux volets. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va rajeunir, c'est pas de l'acide hyaluronique, c'est pas du botox, c'est pas des injections. Mais on se dit on va prendre de l'âge, mais on va être une peau lumineuse, on va avoir de l'éclat, on va avoir un bon teint, on va être mince, enfin c'est toutes ces choses-là. En fait, il ne faut pas oublier, il y a deux volets à traiter, tout simple. Okay. Il y a le volet visible, c'est la peau, c'est le plus grand organe du corps. On l'oublie, c'est un organe à part entière. Et puis il y a le volet invisible, c'est le volet cellulaire à l'intérieur. La peau, donc la première chose qui est importante à savoir avec l'âge, c'est l'équilibre acido-basique. C'est ça. Quand on est trop acide, eh bien non, l'eau n'est pas capturée par les protéoglycanes. Ça donne un vieillissement cellulaire, c'est les fibres de collagène, c'est les fibres d'élastine, et pourquoi c'est la vieillesse prématurée. Mais pourquoi on serait trop acide? Oui, parce que oui, c'est ça, oui, exactement. C'est l'alimentation, parce qu'il y a des aliments qui tendent à nous rendre plutôt acides. D'accord, lesquels? Qui sont généralement les protéines, les viandes rouges, la charcuterie, les céréales, oui. Ah oui? Oui. Contrairement aux aliments basiques, qui tendent à nous emmener plutôt vers le côté basique, qui sont les fruits et les légumes. D'accord. Aussi simplement que ça. Les céréales, toutes céréales confondues, complètes, raffinées. Toutes céréales confondues, il faut que ça soit d'une manière raisonnée. Bien sûr. Bien entendu, c'est plutôt fruits et légumes et viande blanche contre viande rouge, charcuterie, industrialisée, etc. Okay. Donc ça, c'est en gros. C'est le bon sens. C'est en gros le bon sens pour la peau. Et puis, bien entendu, il y a le volet cellulaire, et là, on va parler de stress oxydatif, oui. Quand on fait de l'énergie, on produit des déchets, c'est des radicaux libres, c'est des pro-oxydants. Et donc, notre corps fabrique lui-même des antioxydants pour tamponner. Et donc, dans notre alimentation, il faut privilégier tout ce qui est antioxydant et tout ce qui est anti-inflammatoire. Parce que c'est l'inflammation notre ennemi. Et l'inflammation, elle est due à quoi? À beaucoup de choses, la pollution, le soleil, la malbouffe, le stress, c'est vraiment numéro 1. Hein. Le stress qui consomme notre pouvoir antioxydant. Et donc, il faut manger riche en antioxydants et anti-inflammatoires.
Anti-inflammatoire, c'est-à-dire? C'est-à-dire, les plus grands anti-inflammatoires qu'on puisse manger, c'est les oméga 3. Ok. Donc, c'est des aliments qui sont riches en oméga 3 et notamment le poisson, les sardines, Les le graines de maquereau. chia. Oui, aussi. C'est la grande tendance. La grande tendance. Il y a des super aliments, mais pas forcément à ceux qu'on croit. Par exemple, dans l'alimentation anti-âge, on peut sortir la tomate, ça contient de lycopène. On peut sortir la carotte, ça contient de la bêta-carotène. Les épinards. Mais est-ce que cette alimentation, pardon, docteur, est toujours aussi efficace et toujours anti-âge, qu'on le dit, que ce soit de l'extérieur que de l'intérieur, vu les sols dont elle émane? Je m'attendais à cette question. Et en fait, certes, les études l'ont prouvé. C'est-à-dire les aliments bio, je sais de quoi vous voulez parler, les études ont montré qu'ils sont plus riches en micronutriments et en antioxydants. Sauf qu'il ne faut pas s'alarmer. Parce qu'on peut trier. Il y a chaque année un classement international qui nous classe ceux qui sont les plus touchés et ceux qui sont les moins touchés en pesticides. Mais si on ne mange pas bio, parce que tout le monde ne mange pas bio, parce que le bio n'est pas... On peut manger antioxydants sans manger bio. Mais voilà. Par exemple, il est-ce y a que ça des reste aliments... antioxydant, finalement, le Oui, fait bien sûr, de consommer bien des sûr. pesticides, des insecticides, etc. Non, Je il sais y pas a si on met des aliments qui insecticides sont, dans des oui, légumes. il y a des aliments qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, la salade verte, la menthe, oui, il faut qu'elle soit bio. Mais par exemple, la patate douce, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de tout touché par ça. Il y a certains fruits qui doivent être consommés bio, d'autres non. Il y a chaque année un organisme qui sort un classement D'accord. de la sorte. Il y a certains éléments qui. Donc certains salade aliments- verte, vous dites bio. Oui, oui, c'est important. Parce que c'est une éponge. Ouais. Donc ça prend tout ce qui est dans son entourage. Les fruits, tout ce qui est par exemple les fruits d'été, les pastèques, les melons, etc., qui poussent sous la terre. Pas autant de problèmes que, par exemple, la fraise, qui est toujours très contaminée, la pomme. Dans le classement, c'est ceux-là qui sont en premier, donc qui sont contaminés. Mais par contre, il y a d'autres fruits, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, on le sait aujourd'hui que la teneur en micronutriments de nos aliments n'est pas la même qu'il y a des centaines d'années. C'est Mais ce ne sera normal. pas la même... Voilà, On c'est normal. espère qu'en mieux. C'est pour ça que parfois, on est amené à faire des complémentations alimentaires. Donc oui, aujourd'hui, la médecine de demain est une médecine prédictive. C'est-à-dire on va faire un bilan de stress oxydatif et on va aller supplémenter ce qui manque d'une manière spécifique, la vitamine E, le sélénium, des choses comme ça, pour améliorer notre pouvoir antioxydant. Alors, une autre question, si vous permettez. Est-ce que vous avez une recette d'alimentation? Par exemple, vous avez une personne qui a mauvaise mine, qui est fatiguée. Est-ce qu'il y a l'alimentation anti-âge miracle? Miracle, adjectif rajouté, juste pour... Mais est-ce qu'il y a une recette Super pour aliment. booster et la peau et la vitalité? C'est concentré de super aliments, la spiruline, les fruits rouges, les framboises, les mûres, les agrumes, c'est riche en vitamine C, certaines huiles. Par La exemple, peau va prendre de la luminosité. C'est l'huile de bourrache, il y a des choses. Les oméga 3, c'est la souplesse, c'est l'anti-inflammatoire, donc les sardines, l'huile d'olive. En gros, on est béni. Parce qu'on est dans le pourtour méditerranéen. Et notre régime alimentaire crétois est un régime alimentaire anti-âge par excellence. Alors, on va poser la question aux femmes ici présentes. Amal Hassoun, vous avez une alimentation anti-âge, on va dire votre alimentation à vous anti-âge, votre secret de l'alimentation? Franchement, moi, je suis une catastrophe. Je l'ai déjà dit et je le redis. Tout ce qui est alimentaire, j'essaye. Depuis que je l'ai rencontré, j'essaye. C'est pas la première fois qu'on est ensemble. Ouais. Je suis très content. Ouais. J'ai fait une remarque la dernière fois. Je mets ma pomme dans mon sac. Je mange pas Et les comme petits j'ai gâteaux. dit- mais je dis, je mange ma pomme traumatisée. et j'ai faim après. J'ai encore plus exactement. faim. Mais c'est vrai que je suis pas un modèle, je suis pas un exemple. Je suis une catastrophe. Je mange pas bien et. Pourtant, vous avez une belle silhouette. Vous Moi, avez j'ai dit, c'est ce qui me sauve, c'est le sport. sport. Je suis une grande sportive, donc je me dépense énormément. C'est ce qui essaye de compenser. Mais si je n'avais pas ce sport, je serais une catastrophe côté silhouette. Après, c'est vrai que il y a des choses naturellement que je ne mange pas. Et donc qui me protègent. Par contre, naturellement, je ne mangeais pas d'autres choses et je commence à les manger. Par exemple, les fruits, je ne suis pas très fruits. Et là, de plus en plus, Mais c'est fou parce que quand on voit Amal et on voit sa silhouette justement et on sait qu'elle est sportive, on se dit mais elle doit se nourrir de fruits et de légumes. C'est pas du- incroyable, c'est incroyable. Il y a des prédispositions À chaque génétiques. fois, on me fait la même remarque quand je suis dans un salle avec un truc gras et machin. On me dit, toi, tu manges ça. Oui, je mange ça. Mais bon, je me dépense énormément et c'est ce qui me sauve. C'est Mais du sport tous les j'aimerais jours bien. Oui.
Tous les jours, Ouais, 1 heure? Tous les jours. Non, moins, parce que je travaille quand même un peu. Ok. Ça m'arrive de travailler. Donc, non, en semaine, je cours une demi-heure. D'accord. Le week-end, je fais beaucoup plus. Ok. Mais voilà, c'est ce qui me sauve. Mais c'est rassurant de se dire finalement, si je fais une demi-heure de sport par jour, je n'ai pas besoin de compense. plus. Franchement, ça compense. L'impact est terrible. L'impact est, Oui, parce que est des fois- impactant. oui, parce que parfois on oublie, il n'y a pas que l'alimentation pour ne pas. C'est le sport, c'est le mind. C'est décompresser, ne pas stresser, c'est le mind aussi, et l'exercice physique, parce que entretenir ses artères, et on voit sur les études parfois, 20 minutes, un quart d'heure suffisent chaque jour, un petit quart d'heure chaque jour, c'est bon pour le cœur et les artères. On a besoin de faire le marathon. Mais la silhouette aussi, c'est important. Et Docteur. la gestion du stress aussi. Ça aussi, j'ai appris à le faire. Et ça me donne beaucoup de sérénité. C'est Amal, Au fait, je rejoins ce qui a été dit. Au fait, c'est travail sur 3 volets. Donc, le mind, très, très important. Notre manière de penser, de réfléchir, d'interpréter, etc. C'est un vrai travail sur soi. Deuxièmement, le sport, parce que c'est un espace où on peut évacuer tout le stress négatif, justement. Et puis, l'hygiène alimentaire, quand on arrive à le faire, je suis pas... Aussi, je te rejoins un petit peu, je suis pas un exemple. Mais j'ai la chance d'aimer les fruits, donc je mange beaucoup de fruits, effectivement, et ça peut aider tous les jours. Moi, je pense que les 3 réunis, si on n'arrive pas à être bon dans l'un et on arrive à être bon dans c'est la recette anti-âge. ça commence en tout cas, ça aide. Alors, la dernière question pour vous, docteur Louali. Les masques de fruits et légumes sur le visage sont-ils efficaces? Il y a des recettes de grand-mère qu'on connaît très très bien. Bon, pour la peau, il faut mieux l'hydrater que lui donner des fruits et légumes, parce que les fruits et légumes sont plus intéressants à l'intérieur du corps, parce que bon, en les posant sur le visage, on mais va le pas masque faire, de concombre, il est de notoriété oui, internationale. Mais pourquoi? Les rondelles de concombre. Parce que le concombre, c'est de l'eau. Donc c'est de l'hydratation, c'est 90% d'eau, c'est de l'hydratation, mais bon, des fruits et des légumes, il vaut mieux les consommer que les perdre sur un masque. Il y a plutôt des recettes où on utilise des huiles de raisin, de choses comme ça. Donnez-nous, oui, dites-nous. Il y a des recettes. Si vous pouvez nous dire. Toutes les huiles sont parfaites. Pourquoi? Pour le Parce visage. que, oui, l'huile d'argan cosmétique marche très bien. Tout à fait. Ça marche très très bien. Pourquoi? Parce qu'il faut hydrater la peau. Il faut prendre soin de la peau. C'est comme les chaussures. Les chaussures en cuir, quand on ne les hydrate pas, c'est fini, on les jette. La peau, c'est pareil, c'est un organe vivant. Il faut l'hydrater, il faut le nourrir. Donc pas uniquement les crèmes, mais aussi les huiles. Voilà. Parfait. C'est plus naturel et c'est mieux. Oui, c'est le nutritionniste qui le dit. On verra un dermato aussi pour. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir été là pour cette émission. Merci beaucoup pour votre bonne humeur, votre état d'esprit, votre zénitude et votre approche à tous. Alors, Amal Hihi, merci beaucoup. Karim Louali également. Et bien sûr, Amal Hassoun, merci infiniment. À très très vite sur Média TV. Au revoir.